John Wayne est né en 1942. Il fut élevé dans la foi catholique et suivit sa scolarité dans des écoles privées au nord de Chicago. John grandit dans un quartier de classe moyenne à Chicago. Il fut membre des Boy Scouts et occupa des petits boulots après l'école. Il n'était pas spécialement populaire, mais les enseignants l'appréciaient. Une enfance des plus normales, enfin, normale jusqu'à ses 11 ans. John jouait à côté d'une balançoire qu'il se prit dans la tête, ce qui provoqua un caillot sanguin qu'on découvrira 5 ans plus tard lorsque l'on voulut savoir pourquoi John s'évanouissait si souvent. En plus de ça, il subissait le caractère de son père qui l'humiliait, l'insultait et le traitait. John quitta le lycée à 17 ans, puis partit à Las Vegas après une dispute avec son père. Il trouva un travail à mi-temps en tant que concierge dans un salon funéraire. Sa mère tomba malade entre-temps, il lui faudra 3 mois pour gagner assez d'argent pour retourner chez lui. À son retour, il s'inscrivit à l'école de commerce de l'université de Northwestern. Il obtint son diplôme et développa son talent naturel pour la vente. John était un vendeur né, beau parleur et charmeur. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. À la sortie de l'école, il fut embauché dans un magasin de chaussures en tant que stagiaire en gestion. À 22 ans, on lui demande de gérer un magasin de vêtements dans l'Illinois. John gravit les échelons avec bonheur, prit confiance en lui et développa ses talents de persuasion. C'était un vantard invétéré et ses nouveaux amis furent rapidement agacés par ses mensonges concernant son prétendu engagement dans l'armée. John prenait très au sérieux son implication dans différentes organisations et leur dévouait tout son temps libre. Ceux qui le connaissaient le considéraient comme un homme sympathique, très ambitieux, qui cherchait à se faire un nom. En septembre 1964, il rencontre une collègue, Marlene Myers. Il l'épousa en 1965 et Fred Myers lui proposa de diriger l'une de ses franchises. Peu de temps après, ils eurent 2 enfants. Une famille normale vivant dans une jolie maison de Waterloo, tout était parfait. Une chose dérangeait Marlene chez John. Il adorait la police et les uniformes, parfois il suivait les voitures d'urgence avec son gyrophare personnel. Il aimait que les gens pensent qu'il avait une influence dans la police alors qu'il leur apportait simplement du poulet frit. Il se vantait beaucoup de ses prouesses sexuelles auprès des femmes, mais il admettra avoir vécu sa première expérience homosexuelle après la naissance de son fils. Malgré son image publique qui était très bonne, ses employés, eux, connaissaient son côté privé qui était bien plus sombre. John abusait souvent de son autorité sur ses jeunes employés. Il avait créé une sorte de club dans la cave de sa maison où les adolescents employés étaient autorisés à jouer du billard et à boire de l'alcool. John força plusieurs de ses garçons à lui faire une fellation lorsqu'ils perdaient au billard. Il les intimidait, les contraignait ou parvenait même à les convaincre qu'il menait des expériences scientifiques pour une commission d'État sur les comportements sexuels. Durant l'été 1967, John ramena chez lui un adolescent de 16 ans pour regarder des films. Son épouse était à l'hôpital après avoir donné naissance à leur 2e enfant. Lorsque le garçon refusa de lui faire une fellation, il lui donna un coup de couteau dans le bras. Toutefois, il lui présenta rapidement ses excuses et insista pour qu'il reste. Il usa de ses talents de persuasion jusqu'à ce que l'adolescent reste. Ensuite, il parvint à le convaincre de le laisser lui montrer son tour de magie avec les menottes. Lorsque celui-ci fut menotté, John tenta de le violer. L'adolescent résista et John commença à l'étrangler. Le jeune homme fit semblant de s'évanouir et John le lâcha, le réveilla et accepta de l'emmener chez ses parents. L'adolescent ne portera pas plainte, trop honteux. Peu de temps après, John attacha l'un de ses jeunes employés, Edward Lynch, l'étrangla jusqu'à l'inconscience et le viola. Lynch fut licencié et alla porter plainte. John affirma qu'il voulait juste se venger d'avoir été licencié. La police le crut et l'affaire n'alla pas plus loin. En août 1967, John agressa un autre employé, Donald Voorhees, 15 ans. Il fut forcé de lui faire une fellation après le travail. John le paya pour garder le silence. En décembre 1967, John fut nommé homme de l'année. Donald, totalement déprimé, continuait de subir les viols de son patron sans oser réagir. Mais les rumeurs commencèrent à se répandre en ville concernant les préférences de John. Il était souvent vu en présence d'adolescents. On disait qu'il était homosexuel et qu'il couchait avec des adolescents. Ses amis proches refusaient d'y croire jusqu'en mai 1968. Durant le printemps 1968, Donald, ne pouvant plus supporter les agressions sexuelles de John, en parla à ses parents. Son père alla directement à la police qui avait commencé son enquête. Le 2 mai, John passa au détecteur de mensonges. L'examinateur indiqua que John mentait, mais il continuait de nier. Le 10 mai, il fut inculpé pour sodomie.
En juillet, il passa à nouveau au détecteur de mensonges pour le même résultat négatif. Après quoi, il admit avoir des relations avec Donald mais affirma que l'adolescent était consentant. Beaucoup de ses amis crurent cette explication et le jugement fut mis en délibéré. Début septembre, John fut inculpé pour avoir payé un jeune homme de 18 ans afin de tabasser Donald. Il avait offert 10 dollars à un certain Russell Schroeder et plus de 300 dollars pour louer une voiture. Le 30 août, Russell avait persuadé Donald de monter dans sa voiture et l'avait conduit dans un bois où il l'avait aveuglé avec du gaz lacrymogène avant de commencer à le frapper. Donald réussit à casser le nez de son agresseur puis s'enfuit. Peu après avoir prévenu la police, l'agresseur fut arrêté. Il explique alors que John l'avait engagé. Un juge ordonna à John de subir une évaluation psychiatrique, mais il fut déclaré totalement sain d'esprit. Les psychiatres considéraient cependant qu'il était sociopathe. Peu après, John décida de plaider coupable sur les agressions de Donald. Le 7 novembre 1968, il fut condamné à 10 ans de prison. Son épouse demanda le divorce. En prison, il accepta toutes les règles, ne cherchait pas d'ennui, obéit aux gardiens. Il fut un prisonnier modèle, travailleur et respectueux. Il fut engagé aux cuisines mais également aumônier et se déguisa en Père Noël lors des fêtes de fin d'année. En mars 1970, nouvelle évaluation psychiatrique. Un premier médecin recommanda qu'il soit libéré sur parole en ajoutant « La probabilité qu'il soit de nouveau accusé et reconnu coupable de conduite antisociale semble mince ». Le deuxième médecin affirma que John était un prédateur qui présentait un possible risque à venir. La commission de libération préféra écouter l'avis du premier. Après seulement 21 mois de prison, John fut mis en liberté conditionnelle. Il n'avait même pas fait un quart de sa peine. John s'installa chez sa mère à Chicago et obtient un job dans un restaurant fréquenté par des policiers et des politiciens. Il tenta d'obtenir un droit de visite pour voir ses enfants, mais son ex-épouse ne répondit jamais à ses lettres. John sortit brièvement avec une des serveuses, mais cela ne durera pas longtemps, préférant ses rencontres homosexuelles. En novembre 1970, il amena l'un de ses amants de 20 ans dans l'appartement de sa mère sans qu'elle le sache. Après 4 mois, il réussit à s'acheter une maison dans la banlieue de Chicago avec l'aide de sa mère. Il posséda alors la moitié de la maison et sa mère qui déménagea avec lui possédait l'autre moitié de maison. Il se lia rapidement d'amitié avec ses voisins qui le considéreront comme un homme bon, amical et généreux. Le 12 février 1971, John fut inculpé pour agression. Il avait ramené chez lui un adolescent qu'il avait trouvé à la gare routière et avait tenté de le forcer à lui faire une fellation. Il ne fut pas condamné car le garçon ne se présenta pas. Personne ne vérifia son casier. En mai 1971, John rencontre Carol Hoff, une divorcée mère de 2 filles. John tua pour la première fois 3 mois après la fin de sa liberté conditionnelle dans la nuit du 2 au 3 janvier 1972. Il voulait ramener sa mère chez lui après une fête de famille, mais elle refusa, préférant rester un peu. Vexé, il conduisit dans Chicago à la recherche de compagnie. À la gare routière, il rencontre Timothy McCoy, un jeune homme de 16 ans, prostitué, sans-abri ou fugueur. John le convainquit de monter dans sa voiture, lui promettant de pouvoir passer la nuit chez lui et d'être de retour à la gare à temps le lendemain. John enterra le corps de l'adolescent dans son vide sanitaire, puis recouvrit la tombe d'une couche de béton. En juillet 1972, il épouse Carol, après que sa mère ait emménagé dans une autre maison. John déclare que le deuxième meurtre fut commis en janvier 1974. Cette victime reste non identifiée. Il l'a étranglée, placé son corps dans son placard avant de l'enterrer dans son vide sanitaire. John ouvre sa propre entreprise et engage Johnny Butkovich. C'est à partir de ce moment qu'on rentre dans l'horreur. Leur relation fut excellente jusqu'à ce que John refuse de lui payer 2 semaines de travail. Au début de l'année 1976, irrité par la malhonnêteté de son employeur, Johnny, accompagné de ses amis, se rendit chez John pour obtenir l'argent qui lui est dû. Ils n'ont malheureusement rien obtenu. Johnny reconduisit ses amis chez eux, puis partit. La même nuit, John décida de sortir pour trouver un partenaire sexuel et croisa Johnny. Il l'incita à venir chez lui pour qu'ils discutent calmement de leurs différends. Une fois chez lui, il lui propose de boire un verre et lui montra le truc des menottes de Pogo le clown. Mais l'adolescent ne put se détacher. John se mit à hurler qu'il ne lui ôterait que s'il s'agenouillait pour lui demander pardon et qu'il ne lui réclamait plus jamais d'argent. Johnny promit. Mais John le viola et le força à lui faire une fellation, puis l'étrangla. Il dormit quelques heures et le lendemain,
creusa un trou dans son garage, y traîna le corps de l'adolescent. L'attirance de John pour les jeunes hommes et surtout son désir de faire souffrir devenait peu à peu évident aux gens qui le connaissaient et particulièrement son épouse. Il pouvait se montrer charmant puis brusquement entrer dans une colère noire et jeter des objets. Il était insomniaque. Carol commençait à trouver des magazines représentant des hommes et des garçons nus. Il finit par expliquer à Carol qu'il préférait les hommes. Quand elle lui demanda d'où provenaient les vêtements d'adolescents qu'elle avait trouvés dans la maison, John lui cria de ne pas s'en mêler. Ils divorcèrent le 2 mars 1976. Plusieurs adolescents témoignèrent plus tard que John parcourait les rues en voiture et proposait de passer un entretien chez lui durant lequel il leur proposa de leur montrer comment fonctionnait son tour de magie avec les menottes. Le 6 avril 1976, John fit sa troisième victime. Il ramena chez lui Darrell Sampson, 16 ans, qu'il viola, étrangla, puis enterra dans le vide sanitaire sous sa maison. Peu après, il ramena chez lui un prostitué qu'il viola brutalement après l'avoir frappé au visage, mais le laissa partir vivant. Prenant confiance, il tua ensuite 2 adolescents le même jour. Le 14 mai 1976, Randall Riffett et Samuel Stapleton, 14 ans. Randall fut violé et torturé des heures avant d'être étranglé. Samuel subit le même sort et ils furent enterrés dans la même fosse sous la maison. Mike Rossi, 16 ans, survécut à son agression et eut par la suite une relation étrange et malsaine avec John. Le 22 mai 1976, John l'invita chez lui pour boire de l'alcool et fumer un peu. Mais le lendemain, il lui montra le truc des menottes et Mike se retrouva les mains coincées dans le dos. John le força à lui faire une fellation. Mike ne porta pas plainte et revint même chez John par la suite qui lui offrit un emploi. Mike alla même jusqu'à s'installer chez John. Il fut même suspecté d'avoir été le complice de John. Michael Bonin, 17 ans, disparut en juin 1976 alors qu'il se rendait en ville pour aider un ami. Cet ami était John. On ne le reverra plus jamais. William Carroll suivit John chez lui le 10 juin 1976. Il fut violé, torturé, étranglé et enterré sous la maison. 2 mois plus tard, James Atkinson, 16 ans, téléphona une dernière fois à sa mère, sans doute depuis la maison de John, pour l'informer qu'il était à Chicago. James mourut étranglé et enterré sous le corps de Rick Johnston, 17 ans, qui disparut le 6 août en revenant d'un concert. Peu de temps après, John proposa à l'un de ses employés de venir vivre chez lui. Comme Mike logeait déjà chez John, David pensa qu'il voulait simplement être gentil. Il ne resta que 2 mois. Il expliqua qu'il avait dû dormir avec un pantalon car John entrait souvent dans sa chambre pour lui faire des avances. Le 11 août, alors qu'il célébrait son anniversaire, John l'avait convaincu de se laisser menotter pour le tour de magie de Pogo. Il commença alors à balloter David dans la pièce en le tenant par la chaîne des menottes. David était grand et fort et avait passé quelques mois à l'armée. Il savait se défendre. Main menottée, il réussit à frapper John au visage. David lui avait pris les clés et alla s'enfermer dans sa chambre. John lui expliqua qu'il voulait juste plaisanter. Fin octobre 1976, 3 adolescents disparurent en 3 jours. Le 24 octobre, John enleva et assassina Kenneth Parker, 16 ans, et Michael Marino, 14 ans. 2 jours plus tard, un ouvrier du bâtiment de 19 ans, William Bundy, disparut après avoir informé à sa famille qu'il devait assister à une fête. Il fut étranglé et John enterra son corps sous sa chambre. En décembre 1976, Francis Wayne Alexander fut étranglé puis enterré dans le vide sanitaire sous la pièce que John utilisait comme bureau. Gregory Godzik, 17 ans, aimait travailler chez son patron. Le 11 décembre 1976, il alla creuser une tranchée chez John avec l'aide de David et Michael, qui lui expliqua qu'il voulait mettre des tuyaux pour évacuer l'humidité qui provoquait cette odeur terrible. Étrangement, il leur avait ordonné de ne creuser qu'à un endroit bien particulier. Gregory accepta de boire un verre avec John qui souhaitait lui montrer un tour de magie, mais cette fois-ci avec une corde. L'adolescent commença à s'inquiéter quand John se mit à rire et le gifla. Il le viola, l'étrangla durant des heures. Il l'enterra dans la tranchée que l'adolescent avait lui-même creusée. Puis il conduit la voiture du garçon jusqu'à une animalerie et revint à pied. Sa disparition fut déclarée comme une fugue. Le 20 janvier 1977, John Sick, 19 ans, disparut à son tour. Il eut des relations sexuelles avec John, mais ce dernier refusa de lui payer les $20. Ils commencèrent à se disputer, mais John calma rapidement les choses en offrant à boire à sa future victime. Il fut lui aussi enterré sous la maison. Avec l'aide de Mike, il alla récupérer la voiture de la victime. John vola une télévision sur le siège arrière et revendit la voiture à Mike qui se fit arrêter des mois plus tard au volant de celle-ci. Mike expliqua que l'homme chez qui il vivait pouvait tout expliquer. John expliqua à la police que Sick lui avait vendu la voiture, qu'elle avait urgemment besoin de quitter la ville. La police ne vérifia pas les papiers.
Le 15 mars 1977, John Prestige, 20 ans, s'ennuyait. Il déclara à son colocataire qu'il allait faire un tour dans un quartier dont il avait entendu parler par ses amis. Une fois là-bas, il accepta une invitation chez John. On ne le revit jamais. Avril 1977, Mike quitte la maison de John. Tony Antonucci rendait visite à John chez lui. Ce dernier avait réussi à le menotter en croyant que ses 2 mains étaient prises. Il avait commencé à le déshabiller, mais Tony, assez méfiant, n'a pas glissé l'une de ses mains entièrement. Il réussit à se libérer et à attacher John à son tour. John lui a alors promis qu'il ne s'en prendrait plus jamais à lui. 5 juillet 1977, Matthew Bowman rencontre John. Il le ramena chez lui, le drogua, le viola et l'étrangla. Il enterra le corps de Matthew avec les autres. 15 septembre 1977, Robert Gilroy accepte que John le prenne en stop pour l'amener au plus vite au ranch pour faire du camping. Cependant, John l'amène chez lui pour le violer et le torturer durant des heures. Son père ne le reverra jamais. 25 septembre 1977, John Mowie, 19 ans, rentrait chez lui sous la pluie. Quand John lui proposa de monter en voiture, le jeune homme n'hésita pas. Il connaîtra la même fin que Robert. 11 novembre 1977, Robert Winch fugue. Il rencontre un gentil monsieur qui le ramena chez lui pour l'étrangler et le violer jusqu'à la mort. Il fut enterré dans le vide sanitaire, déjà rempli, où l'espace commençait à manquer. À peine une semaine plus tard, Tommy Bowling, 20 ans, devint la 22e victime de John. Le 9 décembre 1977, David Talsma, 19 ans, se fit violer, torturer et étrangler. Son corps sera enterré dans le vide sanitaire fétide et suintant. En janvier 1978, John fut arrêté et emmené au commissariat de police de Chicago. Robert Donnell avait déposé une plainte. Il expliqua qu'il avait été menotté, étranglé, violé, frappé avec des chaînes. John lui avait même uriné dessus et lui maintenait la tête dans une baignoire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il avait même joué à la roulette russe. L'horreur a duré 8 heures, mais pour une raison inconnue, John ne l'a pas tué. John expliqua qu'ils avaient simplement eu des rapports consentis et que le jeune prostitué essayait de le faire chanter. Lui, un homme d'affaires respectable, et contre toute attente, la police le crut et décida de ne pas donner suite à cette affaire. C'est ainsi que la tuerie reprend. Billy Kindred, 19 ans, devait se marier et passa la journée du 16 février avec sa fiancée. Le soir, il rencontra John et accepta de monter dans sa voiture. Il fut violé, tabassé et étranglé. Le 22 mai 1978, Jeffrey Ringel va faire un tour après s'être disputé avec sa petite amie. Alors qu'il marchait, une automobile noire s'arrête devant lui. Un homme enrobé se pencha à la fenêtre et le complimenta sur son visage. Il discuta un moment et proposa de partager un joint avec lui. Jeffrey monta dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, l'homme se jeta sur Ringel et plaqua un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage du jeune homme. Quand il reprit connaissance, il était chez John. Sa tête et ses mains étaient attachées à une sorte de pilori. Son agresseur était nu devant lui et pointa vers lui l'un des godemichés de tailles différentes étalés sur le sol en lui expliquant qu'il allait les utiliser sur lui. Il fut brutalement violé, torturé, chloroformé pendant des heures. Le lendemain, il se réveille habillé sous une statue. Son corps le faisait souffrir de partout. Il se traîna jusqu'à chez sa petite amie qui le conduisit à l'hôpital où il resta 6 jours. Sa peau était lacérée et brûlée, son visage tuméfié et boursouflé, son anus était déchiré et son foie était gravement et définitivement endommagé par le chloroforme. Il porta plainte auprès de la police qui, cette fois-ci, le crut. Mais les enquêteurs pensèrent qu'ils ne trouveraient jamais son agresseur vu le peu d'informations qu'il avait sur lui. Jeffrey passa des jours et des jours près de la sortie d'autoroute. Après des heures d'attente, il reconnut la voiture et suivit l'agresseur jusqu'à chez lui. Il porta plainte contre John. Cependant, la police décida qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le faire condamner et n'enquêta pas plus loin. Le 14 juin 1978, Timothy O'Rourke, 20 ans, suit John pour fumer. Il fut violé, frappé, étranglé, mais John n'avait plus de place dans son vide sanitaire dont l'odeur lui devenait insoutenable. Il mit le corps du jeune homme dans un drap, puis le transporta jusqu'à un pont enjambant la rivière des Plaines, où il le jeta. Le 4 novembre, Frank Wayne, 19 ans, disparut à son tour. Il eut le même sort que Timothy. Fin novembre 1978, James Mazzara, 20 ans, cherchait un nouveau logement à louer. Il avait entendu dire que John logeait parfois des adolescents.
John le fit entrer dans la chambre d'amis, mais très rapidement, il se trouva attaché et incapable de se défendre. Il le viola, le tortura, puis lui enfonça un caleçon dans la gorge. Le garçon suffoqua. Il finit dans la rivière également. La police de Chicago était incapable d'arrêter un tueur qui avait déjà fait plus de 30 victimes. Mais les policiers d'une petite ville voisine allaient mettre fin à tout cela. Le 11 décembre 1978, Robert Piest, 15 ans, disparut. Sa mère le chercha et appela la police de Des Plaines. 3 heures plus tard, le lieutenant Joseph Kozenzak comprit rapidement qu'il n'avait pas fait une fugue. Il commença son enquête. Il apprit que Robert devait parler à John. Il décida de vérifier son casier judiciaire et fut effaré lorsqu'il découvrit les raisons pour lesquelles John avait été incarcéré en 1968. Le lieutenant alla chez lui, mais ce dernier expliqua qu'il ne savait rien. Joseph fut surpris par le fait que Gary niait le contraire alors que plusieurs personnes savaient qu'ils avaient rendez-vous. Il demanda à John de le suivre au commissariat, mais il déclara qu'il avait eu un décès dans la famille et qu'il attendait plusieurs coups de téléphone importants. John alla le 13 décembre 1978 au commissariat et nia de nouveau connaître Robert. Lorsque les policiers lui expliquèrent que des témoins l'avaient vu avec, il répondit simplement « Ah oui, ce Robert-là ». Pendant qu'il badinait, Joseph obtint un mandat de perquisition. Le pavillon très propre et ordonné était rempli de plantes vertes. Des images de clowns étaient accrochées au mur. Les enquêteurs pensèrent immédiatement qu'ils tenaient leur coupable. Un tapis dans le salon était maculé de sang. Les enquêteurs expliquèrent à John qu'ils avaient saisi des objets chez lui. Il entra dans une colère noire et appela son avocat. Mais sans rien d'assez sérieux, il ne pouvait pas le faire inculper pour meurtre. Les policiers décidèrent de le placer sous surveillance jour et nuit. À mesure que les jours passaient, John commença à perdre son sang-froid. Il se mit à boire, cessa de se raser et hurla sur ses employés. Il embaucha 2 avocats et porta plainte contre la police de Des Plaines pour harcèlement. Une semaine après la disparition de Robert, John invita les 2 policiers qui l'épiaient à venir boire un verre. Mal lui en prit. L'un des policiers était un homme d'expérience et reconnut immédiatement l'odeur qui imprégnait l'atmosphère. Une odeur de cadavre. Lorsque ses collègues avaient perquisitionné une semaine avant, il faisait froid, l'odeur ne les avait donc pas frappé. Le 21 décembre, Joseph décida d'arrêter John pour possession de marijuana et de Valium. Les policiers ramenèrent John chez lui et lui annoncèrent qu'ils allaient fouiller jusqu'à ce qu'ils trouvent un cadavre, sous le plancher s'il le fallait. John s'effondra et avoua avoir enterré un homme sous le sol de son garage, mais de légitime défense. Les policiers ne le crurent pas. Ils commencèrent à retirer le tapis maculé de sang et remarquèrent une trappe. Ils l'ouvrirent et découvrirent dans le vide sanitaire une mare d'eau sombre à l'odeur répugnante. Une pompe électrique fut utilisée. Une fois la mare disparue, un technicien descendit et y plongea une pelle dans la boue, et en voyant des asticots bouger, il comprit que ce n'était pas de la terre humide mais de l'adipocire, une matière produite par la décomposition de la chair. Le technicien fouilla et découvrit un os de bras humain, puis celui d'un pied. L'adipocire ne se forme que 12 mois après le décès. Ce cadavre ne pouvait pas être celui de Robert. En état de choc, le technicien lâcha « Je crois que cet endroit est rempli de gamins ». En des jours et des nuits, les enquêteurs creusèrent sans s'arrêter. Pendant ce temps, John était interrogé, confronté aux preuves, il avoua les meurtres d'une trentaine d'adolescents en 7 ans. Il avait enterré la plupart sous sa maison, mais expliqua qu'il n'avait commis aucun des meurtres. Le véritable coupable était un alter ego nommé Jack ou Bad Jack, qui détestait les homosexuels. John avait transporté le corps de Robert dans son grenier. Il y était encore quand le lieutenant est passé le lendemain matin. Comme il n'y avait plus de place dans le vide sanitaire, il a jeté le corps de l'adolescent dans la rivière comme ses 4 dernières victimes. John prit une feuille et dessina un rectangle, puis le remplit avec d'autres petits rectangles qui représentaient les tombes. John avait versé de la chaux à plusieurs reprises sur les corps dans le but de diminuer l'odeur. Le premier jour de fouille, la police découvrit 2 corps, le lendemain 3 de plus. Jour après jour, les enquêteurs déterraient de nouveaux cadavres. Certaines victimes furent découvertes avec leurs sous-vêtements dans leur gorge. Le 28 décembre 1978, la police annonça qu'elle avait retrouvé 26 corps sous la maison et 1 dans le garage. En novembre, le corps de Frank Dahl avait été repêché dans la rivière. Le 28, le corps de James Mazara fut repêché également. En février 1979, la police creusait toujours dans la propriété de John. Des ouvriers furent appelés pour démolir le béton du patio de John. Ils découvrirent le corps d'un jeune homme bien préservé dans le ciment. La semaine suivante, un 31e corps fut découvert dans la rivière Illinois. Peu après, le dernier corps fut découvert sous la salle de jeu. La maison fut ensuite détruite et réduite en poussière. Robert fut retrouvé dans la rivière en avril 1979. John fut transféré à la prison du comté de Cook. Des psychiatres l'examinèrent dès le début. Il affirma être la victime de son alter ego Jack qui commettait les meurtres. Jack s'emparait de son esprit tard la nuit quand celui-ci avait bu.
Il soutenait également que la plupart des meurtres étaient de la légitime défense. Il donna ensuite d'autres explications comme des rapports sexuels consentis. La corde servait afin de provoquer érection et orgasme. Les avocats décidèrent de plaider la folie. Le 6 février 1980, le procès commence. Si John était déclaré fou, il pouvait échapper à la peine de mort et être libéré quelques années plus tard. Les familles et les survivants venaient témoigner devant John qui souriait. John avait aussi fait une démonstration de la manière dont il avait tué la plupart des adolescents, alors qu'il avait expliqué qu'au moment où il tuait, c'était Jack qui agissait et qu'il ne se souvenait de rien. Le 24 février, Jeffrey Ringel fut appelé à témoigner face à son agresseur. Il était tellement traumatisé qu'il commença à vomir et à fondre en larmes. Après 5 semaines de procès, les jurés délibèrent. Il ne fallut que 2 heures pour rendre un verdict. John n'était pas aliéné, il était coupable sur tous les points. Le 13 mars 1980, il fut condamné à la peine capitale. Il adorait l'attention qu'on lui portait. Il recevait des lettres en majorité écrites par des femmes. Plus de 40 personnes figuraient sur la liste de visites. En 1986, il se maria pour la 3e fois à l'une des nombreuses femmes qui lui avaient rendu visite en prison. Durant les 14 années qu'il passa dans le couloir de la mort, John peignit de nombreux tableaux représentant des clowns. Ils se vendirent pour $20 000 lors d'une enchère. Mais l'acheteur brûla toutes les œuvres de John. Il fut exécuté par injection le 10 mai 1994. Répugnant et médiocre jusqu'au bout, ses derniers mots furent « Kiss my ass ».